20 juin aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous sommes pas heureux, pas heureux, franchement. Je le dis honnêtement, au nom de toute l'équipe de Matin Bonheur, nous aimerions vraiment affirmer notre solidarité avec toutes les personnes qui souffrent depuis hier des affres de cette saison, des pluies vraiment destructrices. Et on a ce matin une pensée pour toutes les familles des victimes et aussi beaucoup de courage et d'admiration à nos sapeurs-pompiers qui ont battu un travail immense et colossal et à tout cet élan de solidarité. Merci à vous. Bonjour Nessie. Bonjour Marco, bonjour téléspectateurs. Marco l'a dit, nous sommes de tout cœur avec vous dans ces moments-là. Est-ce qu'on peut trouver la force de rester positif? On ne sait pas, mais notre psychologue maison sera avec nous pour en parler, Bernadette Asso-Nguesson. Elle nous donnera des clés pour positiver, pour garder une attitude positive. Donc avec elle, on parlera de comment positiver sa vie. À côté d'elle, on aura Madame Inao Zappé avec qui on parlera français. Elle nous donnera des expressions appropriées afin que nous puissions améliorer notre vocabulaire. On aura des reportages, on aura également beaucoup d'autres choses à vous proposer aujourd'hui. Notamment en environnement avec Cédric Lombardo qui viendra nous parler d'un thème, hélas, d'actualité. Il s'agit du bilan des catastrophes 2007 dans le monde, un genre de titrologie. Et voilà, on va avoir des informations là-dessus. Vous êtes à Matin Bonheur, vous avez raison. Nessie, on va commencer par quoi? On va commencer par un petit voyage, Marco. On va où cette fois? On va laisser les téléspectateurs découvrir. Ben voilà, vous l'avez constaté, nous étions dans la ville de Marco, voilà, Paris. Chez Marco, ça vous a fait plaisir de voir? Ah oui, de revoir mon village, oui, ça fait du bien. C'est votre village? Oui, ça fait, j'ai revu. Donc, vous avez un beau village. Hein? Ah oui, un beau village. La Tour Eiffel. Un beau village, oui. Magnifique décor. On salue tous ceux qui nous regardent du côté de Paris, donc dans tous les environnements, 17e, tout ça, voilà. 9e arrondissement Paris. On salue tout le monde et puis on vous souhaite un bon réveil, On aimerait rassurer ceux qui sont
inquiets à l'étranger par rapport à ce qui s'est passé hier, ce matin. Encore pour le moment, pas de pluie. En tout cas, avec ce qui s'est passé, les dispositions sont prises pour vraiment être réactifs et plus, rapides encore plus, parfaire un peu le système. Je rappelle qu'il y a des numéros que nous allons vous communiquer tout au long de cette émission, notamment au niveau des sapeurs-pompiers. Il y a un véritable élan de solidarité. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 20 juin 2018. C'est la journée internationale des réfugiés. Il y a 68 millions de réfugiés dans le monde. Et selon les chiffres de l'ONU, il y a un réfugié toutes les 2 secondes. Wow. Oh, c'est alarmant ça. C'est alarmant. Et les personnes qui ont tout perdu aujourd'hui se retrouvent sans rien. Donc si vous avez la possibilité d'aider, pourquoi pas, faites-le, des vêtements, de la nourriture, des vivres, des non-vivres. Et si vous avez même la place chez vous que vous pouvez recevoir des gens, pourquoi pas. Ça fait chaud au cœur d'avoir une main tendue quand on a besoin d'aide. Et franchement, c'est ce qu'il faut faire, quoi. C'est ce qu'il faut faire, c'est-à-dire avoir le sens du partage. Et puis dans le quartier, s'il y a des personnes qui sont en situation difficile, il faut vraiment leur tendre cette main secourable-là qui montre que nous sommes dans un pays de solidarité, de partage et de brassage. Voilà, gageons que tout cela fasse partie du passé, qu'on puisse prendre des dispositions concrètes pour, à l'avenir, si on ne peut éviter les choses naturelles, atténuer un tant soit peu les effets pervers de ces choses-là. Et surtout qu'on connaît les problèmes, on connaît les causes, pourquoi ne pas anticiper de la bonne façon, de la meilleure façon. C'est un mot qui est difficile à appréhender en Afrique. Anticipation, c'est un mot parce qu'on attend toujours que les choses se passent, alors qu'il faut anticiper, et ce, dans tous les domaines possibles. L'anticipation, anticipation, et puis voilà, quoi. Et voilà, ne pas se laisser surprendre. Mais en tout cas, hier, on a vu que quand même il y a des efforts qui sont faits, aussi minimes soient-ils, mais bon, qu'est-ce que parfois vous pouvez contre la nature? Parce qu'on a beau dire, mais c'est la nature, quand la nature se déchaîne, ça fait mal. Ben, malgré tout, il y a certains comportements à avoir aussi, pour pouvoir atténuer, comme vous l'avez dit. On peut atténuer, même si on ne peut pas empêcher la nature de faire ce qu'elle a à faire. Respecter la loi dans les constructions, dans tout ce qui est... Voilà, il faut écouter aussi les recommandations des spécialistes dans un domaine précis. Quand ils disent des choses, il faut les suivre. Pas forcément vouloir passer outre ce que les spécialistes disent parce que ça peut nous aider à voilà, donc il faut écouter donc les recommandations des spécialistes. Bon, cela dit, le conducteur de notre émission est de mise toujours après la découverte d'une des plus belles villes du monde. Voici la découverte d'un des plus beaux réflexes au monde, c'est-à-dire faire du sport, être vraiment généreux avec son corps. Et c'est le coach Karl Kadi, vous le savez, cette semaine qui est avec nous. Bonjour Nessie, bonjour Marco, bonjour chers téléspectateurs et bienvenue à votre émission de sport. Alors moi c'est Coach Kadi, on va faire aujourd'hui une combinaison de tout ce qu'on a appris le lundi et le mardi. Donc le lundi on a travaillé les épaules, mardi on a fait les jambes, aujourd'hui on va combiner les jambes et les épaules ensemble. Alors si vous êtes prêts, même accessoire, 2 bouteilles d'eau, 2 petites, 2 grandes, selon votre force, bien remplie, moyennement remplie, comme vous le sentez. Et on est parti pour les échauffements. On va repartir avec des jumping jacks et on y va. Hop, on en fait 10. Dernière, 10, excellent. On va faire des élévations de jambes vers l'avant, jambes et bras opposés et jambes tendues de préférence. C'est pas grave si vous ne touchez pas. On pense à respirer. Encore 3, 2, 1. Excellent. Une dernière corde à sauter et on y va. On imagine qu'on a une corde, on saute soit une jambe à la fois, soit les 2 jambes en même temps. Encore pour 3, 2 et 1. Excellent. Alors, premier exercice, on va prendre nos poids. On va combiner jambes et épaules. Donc, vous allez partir avec les 2 poids au niveau des épaules, les coudes bien à l'intérieur, les jambes écartées. On va descendre en squat. On va remonter, on va allonger un bras. On va revenir, on descend en squat et on change de bras. Et c'est parti. 2. On expire en poussant.
On part pour 3. On inspire, expire, pousse. On y va pour 4. Toujours, pensez à garder le poids sur les talons. 5. Encore, on y va pour 6. Hop. 2 dernières. 7. Et une dernière. 8. Excellent. On ramène, on respire tout doucement. Prochain exercice, l'arrière des jambes, épaule arrière. Alors, je me mets de profil. On va garder les jambes écartées à la largeur des hanches. On va fléchir les genoux un tout petit peu. Premier mouvement, on veut basculer vers l'avant en poussant les fesses vers l'arrière. Deuxième mouvement, on va tirer les bras en emmenant les coudes vers le plafond. On va revenir et on va remonter. Donc, genoux légèrement fléchis, arrière de jambe, haut du dos, arrière de l'épaule, et on revient et on remonte. On y va. On inspire, expire, tire, ramène et on revient. Hop, on part pour 4, tire, ramène et on remonte. On part pour 5, expire, tire, ramène. Encore. On refuse d'avoir mal dans le bas du dos. Si vous avez mal dans le bas du dos, vous allez trop bas. On refuse d'avoir le dos rond. Pensez toujours à pousser, sortir la poitrine. Hop, on revient. On en fait 2 autres. On descend, on tire. Et une petite dernière. On revient et on tire. Excellent. Et on remonte. Parfait. Une petite dernière. On va garder un seul poids. Jambes écartées un peu plus larges que les hanches. On va descendre en sumo squat. On va lever les bras devant nous. On va ramener et on va revenir. Inspire, on descend, on lève. Hop. Et on revient. Encore. On lève. Hop. Et on revient. Allez. On expire. Et on revient. Encore. On descend. Expire. Et on revient. Encore. 3 dernières. On expire. 2 dernières. Et une petite dernière. Expire. Et on ramène. Excellent tout le monde. On relâche. On respire. Alors, j'espère que ça s'est bien passé. Normalement, vous devez avoir senti les épaules, les jambes et aussi votre cardio. Donc, n'hésitez pas à partir sur la page YouTube, à refaire les exercices plus d'une fois. Idéalement, ça serait bien de faire 2-3 fois chaque exercice si vous en avez le temps. Nous, on vous souhaite de passer une agréable journée et on se dit à demain. À demain, coach Carl Kadi. Effectivement, avec elle, il était question de body intense, de sorte à nous permettre d'avoir un corps toujours bien sculpté et d'être en bonne santé parce que le sport, ça fait du bien. N'est-ce pas, Marco? Nessie. Et pas que le sport, Marco. Oui, quoi d'autre? Le divertissement et les loisirs. Il y en a qui en font leur cheval, on va dire leur tremplin, tout le temps en train de se divertir, d'être dans les loisirs. Mais il y en a par contre qui ont besoin de formation pour ça. Ce sont les femmes du Sud Komwe. 300 femmes du Sud Komwe ont été sensibilisées sur l'importance du divertissement et des loisirs. Ah ouais? Bah oui, c'est important. Ah Comment? Bon, on le verra certainement dans le reportage suivant. Nous nous sommes déplacés, c'est vous qui nous avez accueillis. Brève allocution, puis le top est donné. De la place Alassane Ouattara d'Adiaké, ces femmes venues de tout le Sud Komoé mettent le cap sur la place L. Une vingtaine de minutes plus tard, les y voilà. Les activités de la 2e édition de Femmes et Loisirs, initiées par le ministère des Sports et des Loisirs, peuvent démarrer. Fitness, football, jeu de la corde. Bref, au-delà du jeu et du loisir, il s'agit pour les initiateurs
de donner aux femmes une place de choix dans le développement de la Côte d'Ivoire. Les femmes, c'est un maillon important pour le développement. Et il est important également que les responsables du pays, les gouverneurs de ce pays, puissent se pencher sur les femmes et voir quel est leur niveau d'activité et par rapport à ça, qu'est-ce qu'il faut pour les femmes pour qu'elles puissent être toujours dynamiques. Matin, midi, soir, elles sont occupées. La journée, elles sont occupées. Le soir, elles sont occupées à la cuisine. Elles s'occupent de la famille. Il faut un temps de repos. Imaginez-vous une société unijambiste, c'est-à-dire qui n'a qu'un seul pied, c'est-à-dire faite que d'hommes. Cette société ne peut ni aller vite ni aller loin. Donc il y a lieu donc de faire ce qu'on appelle le plus souvent la discrimination positive, c'est-à-dire offrir un programme de développement les concernant pour que hommes et femmes, ivoiriens et ivoiriennes ensemble, nous puissions nous envoler ensemble pour le développement de notre pays. Décharger les femmes pendant un moment de leurs nombreuses tâches quotidiennes pour mieux les socialiser. La méthode du ministère des Sports et des Loisirs est payante. Tous les jours, on est sur la route des champs, on va au champ, on va travailler, on ne sort pas, on est à la maison pour préparer. Aujourd'hui seulement, notre patron de la case sorti. Donc aujourd'hui, on est sorti, on est venu au bord. Je suis très contente même aujourd'hui là. On a fait le sport, ce qu'on n'avait pas l'habitude de faire, on a fait aujourd'hui là. Voilà, il y a des femmes qui ne sortaient pas du tout, aujourd'hui elles sont sorties. En tout cas, ça nous réjouit le cœur. 300, c'est le nombre de femmes qui ont pris part à cette deuxième édition. Édition au cours de laquelle une conférence a été dite autour du thème « Loisirs et temporalité chez la femme en Côte d'Ivoire ». Femmes et loisirs, la deuxième édition, c'est fini. Cap est mis sur la troisième, qui se tiendra en 2019. Merci à notre reporter Guillaume Zéré et à notre reporter également Eman Niamien pour tout leur travail abattu tout au long de cette saison par des reportages. Ils ont vraiment été un peu les représentants de notre équipe au sein de la société. Énormément de reportages et ça fait du bien. Ils ont abattu un travail vraiment remarquable. Et je tiens donc de façon modeste, avec ma modeste voix, à les féliciter et vraiment à leur dire merci pour tout ce travail abattu tout au long de cette année. Mais ce n'est pas fini, il reste 5 ou 6 émissions encore. Et ils vont nous sortir encore des reportages qui peuvent avoir le prix Pulitzer. Parce qu'on a de bons éléments. Effectivement, et surtout que hier, ils étaient au cœur de l'actualité. Okay, ils vont nous sortir des images au risque de leur vie, notamment Herman Niamien par exemple. Wow, qui est resté coincé sur la dalle de son immeuble pendant de longues heures. Ce n'était pas du tout évident. Et nous sommes très heureux lorsque nos invités viennent comme ça. Ça nous permet d'avoir une certaine sécurité par rapport à leur état de santé. C'est pour ça qu'on est très heureux de vous avoir. Ça s'est bien passé pour vous? Un peu difficile hier? Un peu difficile. D'accord. Un peu difficile quand même. Je suis restée coincée au Cap Nord. J'ai essayé, je voulais atteindre Bingerville, ça a été difficile. C'était pas évident. J'ai voulu bifurquer par Alaba, ça a été très difficile. C'était une zone vraiment difficile hier. Très difficile. Donc je suis restée là de 7h48 jusqu'à 10h49 au Cap Nord, attendre que les choses se décongestionnent un peu avant de pouvoir prendre le chemin. J'ai pu accéder à Bingerville, je suis arrivée à Bingerville à midi. Et là, au moins, vous avez pu vous préparer pour être là aujourd'hui. Oui. Pour nous donner des mots. Aujourd'hui, on va des expressions. Aujourd'hui, nous allons parler de... Nous avons dépêchez-vous vite, préparez d'avance. J'entends dans l'oreillette, cette femme, elle est arrivée encore. Le terme que les Ivoiriens aiment bien utiliser, affairage. Affairage. Nous avons ensuite prêté pour un rendu. C'est un vin qui aime être servi chambré. Et puis, si le temps nous le permet, nous allons essayer de revenir sur... Je vois, je vite, tu votes... Non, je voie. Tu voies et il voie. Nous allons revenir sur cette forme de conjugaison abusivement utilisée par certaines personnes. Et puis, accessoirement, on va donner des conseils à nos candidats qui vont affronter... Ils ont commencé hier pour ceux qui font le bac technique. Et le bac général, c'est le mardi prochain. On va continuer à leur donner quelques petits conseils. Et j'aimerais profiter de l'antenne pour féliciter nos amis de Fréquence 2. Il y a une émission les dimanches, cours de renforcement. J'aime beaucoup. C'est très bien. Oui, cours de renforcement, philosophie, et mathématiques. Vraiment, c'est magnifique. C'est magnifique, cette culture-là de Fréquence 2, de s'adapter. C'est la radio vraiment militante engagée, quoi. Il y a Warren FM, c'est mon émission préférée. Et puis, qui parle
un peu des problèmes de transport. Et puis, à court de renforcement, si vous préparez un concours, des examens, allez, c'est les dimanches sur Fréquence 2. C'est très, très intéressant. On leur passe le salam du côté du plateau. Alors, donc, on va commencer avec l'expression dépêchez-vous vite. Dépêchez-vous vite. Ça tombe bien, faisons vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Oui, vraiment. Donc, nous allons nous dépêcher. Dépêchez-vous, c'est se hâter. Se dépêcher, c'est se hâter, c'est-à-dire aller vite. L'associer donc avec vite, c'est faire un pléonasme, ce qui n'est pas commode. Donc, on ne se dépêche pas vite, on se dépêche simplement où on va vite. Voilà. Et la deuxième expression, c'est préparer d'avance. Attendez, excusez-moi. Donc, dépêchez-vous vite, exit. Non. On se dit faire vite ou dépêchez-vous. Simplement. Mais parce que quand dépêchez-vous et on met une pause, dépêchez-vous, allez vite, 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 vite. Là, c'est possible. Dépêchez-vous, ça c'est une phrase, et vous construisez une autre phrase, vite, avancez. Par exemple. Préparer d'avance. Préparer d'avance. Préparer, c'est faire quelque chose à l'avance. Donc, positionner une chose ou une activité qu'on a prévue dans le futur. D'avance, c'est quelque chose qui a été déjà prévu. Les associer, c'est encore faire du pléonasme. Donc, on ne prépare pas d'avance, on prépare simplement ou on prévoit. D'accord. Affairage. L'affairage. Mais si, attendez cette partie-là. L'affairage. Je reviens sur cette expression. Vous entendez de l'affairage. L'affairage. L'affairage, il faut dire que c'est un thème typiquement africain. Africain? Oui. Vous allez fouiller dans le dictionnaire. Vraiment, ivoirien. Je crois qu'on l'adapte ici à l'ensemble des rumeurs qui concernent une personne ou une situation. Mais il faut dire que si vous fouillez le dictionnaire, ce n'est pas évident que vous trouvez le thème affairage. Il est sorti du thème affairer. Affairer qui est l'action d'avoir beaucoup d'activités à son actif. Donc il faut faire très attention sur ce néologisme-là. Il faudrait que nous fassions très attention lorsque nous l'employons. Il n'existe pas dans la langue française. Mais est-ce que c'est pas mignon quand même? Il est mignon, nous l'avons fabriqué, mais il faudrait qu'on le retienne quand même. C'est une invention des Africains, surtout des Ivoiriens. C'est pas ça qui fait le dynamisme de la langue? Vous qui êtes une puriste. Oui, je ne dis pas non, mais il faudrait d'abord que l'Académie accepte ce terme-là pour qu'on en soit quand même... Voilà. Donc, il faut faire très attention à l'utilisation de affairage. Donc, être affairé, normalement, dans le dictionnaire, c'est être occupé. Occupé. Les femmes s'affairent. Et donc, partant de l'état d'être occupé, nous avons transcrit cela dans l'affairage, avec un thème que nous avons créé nous-mêmes, inventé. Exemple de phrase, les femmes s'affairent à la veille de la fête de la Pentecôte. Voilà. Elles font la cuisine, elles font la décoration. Voilà. D'accord. Affairage n'existe pas. Il n'existe pas dans le dictionnaire. C'est un néologisme. Il existe chez nous en Côte d'Ivoire. Voilà. Mais l'affairage en Côte d'Ivoire, ça veut dire être en train de colporter des ragots. Colporter des ragots. Donc, s'attacher à des rumeurs. Et ça, c'est un sport national, ça. Surtout sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas, Nessie? Oui, surtout sur les réseaux sociaux. Ministre de ce plateau chargé de l'affairage, positif. Nessie fait de l'affairage positif. Ça, c'est bien. J'apprends à positiver ma vie, Marco. Un prêté pour un rendu. Un prêté pour un rendu, la maladresse dans cette expression, quand vous regardez l'expression, on voit qu'il y a un objet qui a été donné à une tierce personne. Donc, un prêté pour un rendu, la phrase n'est pas correcte, donc l'expression n'est pas correcte, c'est plutôt un rendu pour un prêté. On vous a prêté un objet, vous rendez l'objet. Donc, un rendu, on m'a prêté un objet, je le rends. Donc, un rendu pour un prêté. C'est ça l'expression idéale. Un rendu pour un prêté, non un prêté pour un rendu. Voilà. C'est un vin qui aime être servi chambré. Bien, quand vous prenez cette expression, vous remarquez qu'ici, il y a une personnification du vin. Le vin ne peut pas avoir de sentiment. Donc, en réalité, l'expression n'est pas correcte. L'expression, c'est un vin qu'il faut servir chambré. Et pour nos téléspectateurs qui ne savent pas ce que c'est que... C'est un vin qui se sert chambré, simplement. Quelque chose de chambré, c'est quelque chose qui a une température légèrement chaude. Voilà, pour les téléspectateurs qui vont poser cette question, c'est quoi quelque chose de chambré? Chambré, c'est pas... Quand ça va au réfrigérateur, c'est glacé? Non. Légèrement chaud, adapté à la température de la pièce. C'est vrai mot, c'est vrai. On fait, voilà. Ah oui. D'accord, nous, on emploie. Et comme vous prenez le champagne, généralement, il est glacé, donc on pense que le chambré, c'est quelque chose qu'on a mis au frais. C'est justement la boisson préférée de Nessie, le champagne. Nessie.
Dis donc, merci. C'est formidable. Elle aime beaucoup de choses. Le shampoing et le champagne. Ok. Et ensuite, nous avons... Ensuite, nous avons je vois, tu vois, il voit. Ce verbe-là, c'est le verbe voir, qui est parfois, lorsqu'on passe au subjonctif, que je vois. Mais on entend souvent certaines personnes dire que je vois. Non, attention, il n'y a pas de verbe voyer. C'est le verbe voir. Donc sa conjugaison, c'est que je vois quand nous sommes au subjonctif présent. Même au présent de l'indicatif, on dira je vois. Je vois. À part le verbe payer où il y a un Y qui apparaît au cours de la conjugaison, il y a deux formes, je paie ou je paye. Mais le verbe voir, ce n'est pas le cas, c'est je vois et non je vois. Donc il faut faire très attention à la conjugaison de ce verbe. Il faut se détacher de que je voie, que tu vois. Non, cela n'est pas correct. C'est que je vois surtout avec un E à la fin, que tu vois avec un ES et qu'il voit avec un E à la fin. Et lorsque nous arrivons maintenant à la première personne et à la deuxième personne du pluriel, on va voir le Y apparaître. Que nous voyions, que vous voyez et qu'il voit. Alors, instant révision, examen, on va revenir sur les composantes des introductions des exercices littéraires pour la classe de terminale. Je crois que la dernière fois, nous avons touché du doigt le commentaire composé et la production écrite. Nous allons donc essayer de donner les composantes de l'introduction d'une dissertation littéraire. La dissertation littéraire part d'un sujet. Vous voulez que je vous donne un thème? Je vous en prie, allez-y. Un thème? Oui. Un thème, Nessie? Allez-y, donnez-nous. Ok. Est-ce Mamadou Gassama qui a sauvé l'enfant ou l'enfant qui a sauvé Mamadou Gassama? Attention. Dissertation. Marco, oui. Cette forme de dissertation-là, elle est adaptée aux années 1980. Ah, d'accord. Voilà, dans la nouvelle donne, oui, ce n'est pas correct. Là, il n'y a même pas de consigne. Oui, considérez que c'est du vintage. Bien, donc, en considérant ce sujet que vous donnez, ici, le thème qui a sauvé Mamadou Gassama ou Mamadou Gassama qui a sauvé l'enfant? Ici, le thème, si on se réfère à Mamadou Gassama, nous sommes dans l'immigration, puisque c'est un immigré ici qui sauve l'enfant. Donc le thème, c'est l'immigration. Alors, l'élève qui doit rédiger une introduction de dissertation en rapport avec l'immigration, il va donc prendre ce thème-là, il va l'insérer dans un contexte. Et ça sera formidable de l'insérer dans un contexte social. Ou encore dans un contexte même politique. Pourquoi pas? Ensuite, donc cette première étape de la dissertation, on va l'appeler ici la généralité. Et après la généralité, le sujet qui a été donné, donc le point de vue donné à l'intérieur du sujet, il faut prendre ce point de vue-là, le réformuler lorsqu'il est long ou il est complexe. Quand il n'est pas long, il faut le garder avec les guillemets. Mais une fois que vous avez fait la réformulation pour un sujet long ou complexe, il faut faire sauter les guillemets. Et après l'insertion du sujet, donc du point de vue, il faut passer à la problématique. Parce que tout sujet de dissertation littéraire suscite un problème. Donc il faut poser la problématique. Et après la problématique, arrive l'annonce du plan. Si vous avez un sujet à plan dialectique, vous serez obligé d'annoncer la thèse, ensuite l'antithèse. Si vous avez un sujet à plan inventaire, vous serez obligé de prendre vos dispositions. Tous les élèves le savent, le plan inventaire dépend de la disposition de chaque élève, que chaque élève prend au cours de sa rédaction. Donc moi, mon plan inventaire, je décide de le faire en 2 ou 3 parties. Je vais l'annoncer dans mon introduction. Voilà. Donc voici les étapes de l'introduction d'une dissertation. Partie d'une généralité qui démarre du thème. Ensuite, on arrive à l'insertion du point de vue, donc de la thèse, qui est soit réformulée, donc sans les guillemets, non réformulée, donc avec les guillemets, et on pose le problème. Après la problématique, on annonce le plan, selon la consigne, bien sûr, qui accompagne le sujet. Maintenant, si le temps nous permet, on peut revenir encore. Oui, on a 2 minutes. 2 minutes. Donc, on revient rapidement sur l'introduction de la production écrite, que certains élèves arrivent à égratigner par moment. Donc, l'introduction de la production écrite, chers élèves, il faut le retenir, il n'y a pas de généralité. Il faut partir donc du paratexte. Se servir simplement du nom de l'auteur, par exemple. Selon, je vais prendre un exemple banal, selon donc Marcellin Govoy. Selon Marcellin Govoy, l'immigration est la source du décès de plusieurs Ivoiriens. Cette vision sera élucidée au plan social, au plan économique et politique. C'est fini l'introduction. Donc vous partez du paratexte, vous insérez
la thèse et vous annoncez le plan avec les domaines de recherche pour la production écrite. Et pour pouvoir réussir cela, il faudrait être tant soit peu cultivé. Simplement. Donc, il faut la culture générale. C'est pour ça pour qu'on la dit aux production élèves de écrite. lire beaucoup On n'a pas pendant l'année scolaire. la lecture, c'est pour la dissertation surtout. Avec la production écrite, le développement s'illustre avec les éléments de votre vécu quotidien. Et puis vous, les professeurs, vous avez cette fâcheuse... non, pas fâcheuse, c'est bien aussi. Parce que des fois, il y a des étudiants, il y a les élèves qui travaillent, qui bossent tellement sur le programme, alors que parfois, il faut sortir du programme. Non, on ne sort pas du programme. Oui, parce qu'il y a des sujets, oui, il y a des sujets parfois... Comme Mamadou Gassama. Non, on ne sort pas du programme. Non, on fait comprendre aux élèves depuis la rentrée, pour ceux qui sont dans les lycées et collèges, on leur fait comprendre depuis la rentrée de suivre l'actualité. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Puisqu'il y a des sujets d'ordre général. Est-ce qu'on fait des interrogations écrites sur l'actualité? Souvent. Sur l'actualité. En production écrite, oui. Par exemple, le cas de Mamadou Gassama, je l'ai dit comme ça, c'est sur les réseaux sociaux, mais vous l'avez développé tellement bien. Oui. L'immigration, voilà, tout ça, c'est magnifique. Merci. Avec la portée sociale. Oui. Il faut avoir une vision multiforme, Voilà. en fait. C'est ça qui sauve. Voilà. C'est ça qui sauve. Et si vous n'êtes pas informé, vous ne suivez pas l'actualité, ça sera difficile. Vous êtes confiné dans votre monde, vous n'êtes pas informé de quoi que ce soit. C'est pour ça qu'on dit aux élèves, un élève a toujours, je crois entendre mon père, un élève a toujours quelque chose à faire. Oui. Ne serait-ce que lire, même si c'est Il n'y a un journal, jamais de temps libre. Il ne faut jamais s'ennuyer. Jamais. Merci beaucoup. Je vous en prie, Merci Marco. beaucoup. La semaine prochaine, ce sera votre dernière intervention. Oui. Vraiment, ce sera avec beaucoup de peine qu'on va vous laisser. Mais c'est bien sûr. C'est avec beaucoup de peine. Oui, parce qu'au moins, on va faire des fautes sans être réprimandé. Bonne journée à vous. Je vous en prie, Marco, bon à vous courage pour pareillement. la suite. Merci, mesdames et messieurs, d'être sur Matin Bonheur. Vous faites bien. Il est 6h26. Voici le journal présenté par Monsieur Hamza Diaby. Journée scientifique 2018 sous le parrainage du ministre du Pétrole, de l'Énergie, du Développement des énergies renouvelables, M. Thierry Tano, sous la présidence du ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste, M. Bruno Nabagné-Koné, porte-parole du gouvernement, sous le parrainage du secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État, M. Moussa Sanogo. La direction générale de l'ISTC Polytechnique organise la 15e édition des Journées du communicateur, les 21 et 22 juin 2018 à 8h30 à l'ISTC Polytechnique. Thème ISTC Polytechnique en chiffres et en pourcentage. Chef d'entreprise, décideur, vous êtes attendu au rendez-vous du savoir-faire des promotions sortantes. L'ISTC Polytechnique forme les professionnels de l'information et de la communication de demain. MTN, everywhere you go. Mesdames et messieurs, bonjour. Un temps généralement nuageux sera présent ce matin sur les régions côtières comme les régions forestières, avec des averses de pluie localisées, notamment sur la région du littoral. Cette situation passera progressivement à un temps simplement nuageux. Sur le flanc ouest, on pourra observer un temps simplement nuageux avec de faibles possibilités de pluie. Ailleurs, le temps restera partiellement nuageux. Les températures prévues pour la matinée, nous aurons 26 degrés à Abidjan, à Diaké 25 degrés, Bondoukou 26 degrés, 25 degrés dans les villes de Boaké, Daloa et Dimbokro. Il fera 24 degrés à Gagnoa, Korogo 25 degrés, Mans 23 degrés, Odiéné marquera 25 degrés sur la ville de San Pedro, Sassandra 23 degrés, Tabou et Yamoussoukro 23 degrés. L'après-midi, le temps sera relativement nuageux sur les régions partant du littoral au centre-nord. Plus au sud, c'est-à-dire sur les régions du sud-est et sud-ouest, le temps sera instable et cette situation pourrait déboucher sur des orages isolés accompagnés d'averses de pluie. Les régions de l'est, du nord-ouest et l'ouest seront intéressées par des possibilités d'orages isolés avec des pluies localisées. Le reste du pays sera partiellement nuageux. Les températures prévues pour l'après-midi, nous aurons 29 degrés à Abidjan comme à Diaké, 31 degrés à Bondoukou et Boaké, Daloa 32 degrés, Dimbokro 32 degrés, il fera 31 degrés à Gagnoa, le mercure affichera 32 sur la ville de Korogo, Mans 31 degrés, Odiéné 32 degrés, 29 degrés sur les villes de San Pedro et Sassandra, la ville de Tabou marquera 28 degrés, il fera 32 degrés sur le district de Yamoussoukro. Très belle matinée à toutes et à tous.
MTN, everywhere you go. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. Dans la nuit de lundi à mardi, la forte pluie qui est tombée sur Abidjan a causé d'énormes dégâts. Certaines habitations, plusieurs habitations se sont retrouvées sous les eaux, certaines même effondrées. Le pont de Bonouma, par exemple, est à partie effondré. Le constat de nos reporters Franck Wadio et Grace Kando. Cocody Riviera. Le pont de Bonouma coupé à toute circulation, conséquence de la forte pluie de la veille. L'eau de la cuvette en dessous a inondé la voie. Des maisons immergées, le bitume en partie effondré et même des arbres déracinés. On allait se réfugier dans la mosquée qui est en haut là-bas. Depuis 2 h du matin, on est si bien. Ça a rentré dans toutes les maisons, ça a pris tout le goudron, ça a commencé à casser le goudron. Nous, on a eu peur. Donc on dit non que de quitter dans la maison, peut-être la maison peut se casser, s'effondrer. Donc on était dans la rue, on se promenait, on nous a réfugiés dans les églises, tout ça. Voici tout ce qui est comme maison et tout ça, tout. Même les machines qui travaillent, tout est rempli, tu es resté dans l'eau. On ne sait même pas comment il faut faire. Plus loin, un bâtiment en construction s'est effondré sur ses habitations. Pas de perte en vie humaine, mais de nombreux dégâts. Dans les environs de 3 h du matin, ce côté-là, j'ai une voisine qui est là, elle vend la boisson. Sa clôture est tombée, ça a limité sur ma maison. C'est ce bruit qui a fait qu'on est sorti. On est sorti, aller s'arrêter devant. De là-bas maintenant, un peu de temps pour nous est tombé. Et tout ce qui était sur moi, vraiment, j'ai tout perdu. Dans le quartier de la Palmeraie, le passage à de l'eau a laissé des traces. Scène de désolation, le corps d'un jeune garçon découvert au petit matin par les riverains et son père. Un peu partout dans la commune de Cocody, les populations se sont mobilisées pour apporter de l'aide. De 9 kilos, l'eau nous prenait au niveau de la poitrine. Nous étions avec un seul bateau gonflable et l'eau avait déjà fermé des véhicules. Même des gros camions même étaient presque fermés. Donc on a pu sauver ce qu'on pouvait et on a vu des gens aussi emportés par l'eau malheureusement. Bon, les dégâts là sont visibles. Regardez un peu autour de nous. Les véhicules, les murs, les clôtures qui sont tombées. Oui, il y a une dame tout près là. On a trouvé son corps a été déjà emporté. Embouteillage, risque d'accident, les autorités exhortent à la prudence. C'était une journée, une nuit accompagnée de résultats, une nuit donc sombre pour la Côte d'Ivoire, pour Abidjan en particulier. La forte pluie qui s'est abattue sur le district a fait d'énormes dégâts, vous l'avez vu. Dans le quartier de la Sikoji, Espérance, route Bingerville, l'unique voie conduisant au quartier, cette voie menace de céder. Telle une mer en furie, que rien n'apaise, les eaux de ruissellement issues des pluies de la nuit précédente ont fait la preuve de leur capacité de destruction. Des voitures dans un coma profond, des murs écroulés. Les eaux de ruissellement ont poussé le bouchon de leur incontinence à la limite de l'indiscipline, s'en prenant même aux grands ouvrages, tournant en dérision leur conception, comme cette route, unique voie d'accès reliant les habitants du quartier Sikoji Espérance, route de Bingerville, au reste du monde. Si en apparence, la route existe, dans l'envers du décor, elle n'est que mirage. La pluie nous a montré que les ouvrages n'ont pas été de qualité. Voilà ces trous béants qui ne permettent à aucune voiture de prendre le risque de passer. Même les hommes doivent être très prudents pour mettre les pieds sur ces plantes parce que sous ce bitume-là, il n'y a plus de terre, c'est un vide. Le courant est coupé et venez voir, le tuyau de canalisation de la Soureci est aussi cassé. Donc nous n'avons ni eau ni électricité, nous sommes bloqués. Le président des résidents du quartier tient coûte que coûte à nous montrer le reste des dégâts causés par la pluie. Il nous conduit sur les sentiers de bâtiments à l'heure de l'agonie. Cette terrasse-là, la fondation est déjà fragile. Donc cette nuit s'il pleut ou après-demain, la terrasse là va tomber et les murs que vous voyez là-bas qui sont déjà très fissurés vont s'écrouler. En cas d'urgence ou de maladie, aucune évacuation ne reste possible. Akwedo a essayé dans cet autre quartier de la ville d'Abidjan, quand il pleut, l'eau impose son dictat aux riverains. Elle a même emporté des vies. Je découvre, comme vous, que mon petit frère
Un mort là, un mur s'est écroulé sur lui. Vraiment, je sais pas ce que dire, mais c'est malheureux. Tristesse et désolation. L'expression des visages en dit long sur le poids de la douleur ressentie. 14 victimes, dont 11 mises en sécurité et 3 décès. Des victimes endormies sous une bâche et emportées dans leur sommeil par l'effondrement d'un mur de paille sous l'effet d'une pluie presque inconsciente. La Côte d'Ivoire est au chevet des personnes endeuillées, des personnes décédées, des victimes de cette tragédie. Le gouvernement aussi, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly était hier matin dans la commune d'Atekoubé pour apporter le soutien et la compassion de l'État, la compassion du gouvernement et du chef de l'État aux populations sinistrées de cette commune. Le Premier ministre a annoncé des dispositions pour la sécurité des populations vivant dans les zones à risque. Abou Sanogo. Le gouvernement aux côtés des populations sinistrées des pluies diluviennes. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et des membres du gouvernement au quartier Namatoulaye dans la commune d'Atekoubé pour constater les dégâts causés par la pluie et apporter leur soutien et celui du président de la République Alassane Ouattara aux victimes. Nous sommes en pleine saison des pluies et la météo nous annonce quand même pour les jours et les semaines qui viennent encore des pluies relativement importantes. Donc au niveau de la sensibilisation, il est important que tous les parents sachent qu'il faut respecter tous les éléments qui sont donnés par le ministère de la Construction et par les mairies. Je pense qu'il est important qu'il y ait des déplacements, que nous allons travailler avec l'ensemble des communes pour voir comment assurer le déplacement des personnes qui sont dans les zones, qui sont des zones à risque, connues. On a un peu partout dans le monde ce genre de phénomène avec le changement climatique. Donc nous devons nous organiser pour pouvoir y faire face. Mais pour le faire, il est extrêmement important que la sensibilisation qui est conduite par le gouvernement puisse, elle, vraiment être respectée. C'est extrêmement important que ce soit ensemble, gouvernement et population, que nous travaillons pour faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit à l'abri de ce type de drame. Dans ce sous-quartier de la commune d'Atekoubé, le bilan provisoire fait état de 6 décès et 2 blessés. Après la commune d'Atekoubé, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, celui de la Construction, avec le ministre des Infrastructures économiques, se sont rendus dans la commune de Cocody pour s'imprégner des dégâts causés par la pluie. À Bonoumé notamment, où une partie du pont a cédé sous la pression de l'eau. Eux, ils étaient sur tous les fronts dès les premières heures du sinistre. Les sapeurs-pompiers militaires de Côte d'Ivoire se sont déployés sur le terrain pour porter secours assistance aux victimes de cette pluie diluvienne. Retour sur cette journée sombre aux côtés du GSPM. Alexis Ouedraogo. 23h ce lundi, une forte pluie s'abat sur Abidjan. Violente par endroits, l'intempérie s'intensifie au cours des heures qui passent. Sur la toile, les premières victimes publient des scènes de déluge. Les plateformes de secours reçoivent des appels à l'aide de personnes prises en otage par les eaux. 2h45, les sapeurs-pompiers militaires s'engagent sur le terrain. 18 engins et embarcations légères pour faire face aux inondations et effondrements, principalement à la Riviera Palmeraie, la Riviera Alabra, la Riviera Sidessi, Atekoubé-Mosikro. À 8h, à la Riviera 3 où un poste médical a été installé avec 2 ambulances de réanimation. Le bilan provisoire fait état de 110 personnes mises en sécurité et les opérations se poursuivent. Tout le long de cette journée noire, les compagnies subaquatiques, les pompiers, les secouristes donnent tout pour porter secours aux victimes. Dans le courant de l'après-midi, le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, a rendu visite aux troupes avec un message d'encouragement. Ils sont plus de 125 sapeurs-pompiers militaires engagés sur le terrain cette journée. Pour eux, il n'y aura de repos que lorsque tous les appels à l'aide seront pris en charge. Et en cette période de pluie, invitant les populations à la prudence, l'ONPC, l'Office national de protection civile, rappelle que des numéros sont mis à la disposition des populations pour toute information utile. Il s'agit du 180, du 20 38 21 09 01 93 28 44 64 49 69 22 47 87 03 06 41 41
42. Et le président de la République, vous le savez, est à l'étranger depuis quelques jours, mais compte tenu de ces dégâts causés par les pluies torrentielles, le chef de l'État va regagner Abidjan aujourd'hui même. Il était le dernier pays africain à jouer sa première journée dans cette Coupe du Monde 2018 hier mardi. Le Sénégal, qui affrontait la Pologne au stade du Spartak à Moscou, a arraché la première victoire du continent de buts à 1. Le Sénégal se procure beaucoup d'occasions de contre-attaque, mais se montre trop imprécis dans leur passe pour se montrer dangereux en première période. Dans un match serré et plutôt pauvre techniquement, les Lions de la Teranga ont été récompensés sur un but contre son camp de Thiago Sionek à la 38e minute. 1-0 à la pause pour le Sénégal. Au retour des vestiaires, les Polonais poussent pour revenir au score, mais une nouvelle erreur défensive permet aux Sénégalais de doubler la mise grâce à Mbaye Nyang à la 60e minute. Le Sénégal s'impose au terme d'une partie qu'il a maîtrisée, malgré la réduction du score de Krikoviak, score final 2-1. Le Sénégal est le premier pays africain à remporter son match dans cette Coupe du Monde. Dans une première période très équilibrée et agréable, la Russie et l'Égypte ont eu de nombreuses opportunités. Salah, bien cadré par la défense russe, aurait pu ouvrir le score dans les derniers instants de ce premier acte. Les Russes relancent les hostilités à Saint-Pétersbourg et sont récompensés à la 47e minute par le but contre son camp de Ahmed Fatih, suivi des buts de Denis Tcherichev et Artem Ziouba. 3-0 pour la Russie. Les minutes défilent et à la 73e minute, Mohamed Salah transforme un pénalty concédé par la Russie. L'Égypte reprend espoir et les contres se multiplient sans pour autant inquiéter la défense russe. 3-1, le score au thème de cette rencontre. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes en compagnie de Nessindri et Marcelin Gouvoy. Merci Hamza. Merci. Merci beaucoup Hamza. Très bonne journée à vous. Merci. Allez Marco, vous savez, hein, et les téléspectateurs, chaque mercredi nous recevons Cédric Lombardo avec qui on parle d'écologie et de développement durable. Il était prévu de faire le bilan 2017 des catastrophes environnementales, mais depuis hier, on a l'actualité qui s'est accentuée. Voilà. Donc aujourd'hui, on a décidé de revenir là-dessus, Marco. L'environnement est source de vie, hein, on ne le dira jamais assez. Mais une fois de plus, il nous faut constater qu'il peut être aussi meurtrier. Hein. C'est ça, c'est tout le paradoxe. Nos pensées vont aux victimes, on ne le dira jamais assez, des inondations de ce funeste mardi 19 juin. Mais c'est encore une fois l'occasion de comprendre, Cédric, comment de telles catastrophes peuvent arriver et quelles en sont les conséquences. Hein, et surtout, comment en réduire les conséquences. C'est ça aussi l'enjeu. Pour en parler, le thème de notre chronique d'aujourd'hui avec vous sera « Environnement. Quel est le bilan mondial des catastrophes 2017 ?» Jingle. Voilà, aujourd'hui, vous vouliez nous proposer comme titre l'actualité, on va dire le bilan 2017 des catastrophes naturelles, mais là, hier, il y a eu autre chose. Bah oui, l'actualité nous a même précédé parce que quand on est en saison des pluies, et on voulait faire une présentation un petit peu du grand bilan des catastrophes en 2017 avec les événements climatiques que l'on a, les conséquences en termes de vie humaine, les conséquences en termes de dégâts matériels et financiers. Et puis malheureusement, hélas, hier, c'est passé ce qu'il s'est passé. Et puis une fois de plus, on a obtenu des dégâts sur le territoire. Donc finalement, la revue de presse d'aujourd'hui, on va la commencer avec le bilan d'hier. Donc on avait, hélas, quand on a préparé ces éléments, on avait déjà enregistré 15 pertes à Abidjan. On en a déjà 19 pertes aujourd'hui. Et puis la petite incrustation, cette image que vous voyez à droite de l'écran, vous montre quand même ce qu'est la violence, entre guillemets, d'une pluie. Il y a eu beaucoup d'images qui sont passées hier. Mais là, c'est un fleuve que nous avons. On a eu tellement de pluies qui sont tombées en si peu de temps que la Cocody, la Riviera, c'est devenu un lac. Chaque petite talweg, chaque petit cours d'eau s'est transformé en un véritable fleuve. Et malheureusement, on n'est absolument pas préparé à ce genre de choses. Et pourtant, hélas, tristement, c'est quelque chose que l'on sait. Donc, il faut maintenant véritablement prendre conscience que les enjeux environnementaux, c'est devenu ça, et il faut être maintenant capable de se préparer un petit peu à l'avenir. Et apprenons des dégâts du passé, la bonne construction du futur. Voilà. Alors, on n'arrêtera jamais de se poser cette question, n'était-ce pas prévisible? Comment peut-on arriver à de telles pertes
humaine et matérielle. Alors, n'était-ce pas prévisible? On savait, il y avait eu une alerte de la Sodexam qui disait attention, il y a des gros orages de pluie qui vont arriver parce qu'on ne peut que regarder ce qui se passe par satellite. On voit la densité des nuages, on sait qu'il y a de l'eau dedans, on sait que ça va tomber. Mais malheureusement, ce qu'on ne sait pas, c'est à quel moment ça va tomber et surtout, qu'est-ce qui va nous tomber dessus et en combien de temps. Parce qu'aujourd'hui, ce dont on doit se rendre compte, c'est qu'on va retrouver, par exemple, en une journée, on peut avoir l'équivalent de 1 mois de pluie qui vont tomber en quelques heures sur Abidjan et sur le reste du pays. Donc ça, c'est ce qui fait que c'est très difficile à prévoir en termes d'intensité. On sait que quelque chose va se passer, mais l'intensité, la violence qu'on va avoir, ça reste encore difficile avec les moyens que nous avons en Côte d'Ivoire. Alors la deuxième question, c'était comment est-ce qu'on peut en arriver à de telles pertes? Malheureusement, on a des constructions qui sont devenues un petit peu difficiles sur Abidjan, un petit peu anarchiques. Il y a des comportements, parfois ce sont les populations, parfois ce sont les autorités. En fait, je pense que maintenant, il faut arriver à une prise de conscience, à une responsabilité. Arrêtons de convoiter chaque centimètre carré de la ville d'Abidjan pour en faire un bâtiment. Franchement, comprenons que quand vous avez une pente devant vous, cette pente en saison sèche, ça vous semble être un terrain pour bâtir, mais attention, en saison des pluies, ça va être l'écoulement de l'eau. Et quand on sait, c'est des choses, moi je me rappelle quand j'étais petit, on voyait pas ce genre de choses sur Abidjan. Aujourd'hui, c'est chaque année. Donc maintenant, il faut avoir une bonne appréhension de la manière de construire dans Abidjan. Il faut respecter les lois, il faut appliquer les lois de l'urbanisme et il faut prendre conscience aussi que tout ça, on peut pas l'arrêter complètement, mais on peut réduire de tels impacts. Voilà. Et chaque année, nous pleurons des pertes, mais pourquoi l'environnement est devenu aussi meurtrier? Là, alors malheureusement, on arrive un petit peu au bilan qu'on voulait effectuer. C'était le bilan de 2017 en termes de changement climatique, etc. Et c'est le titre qui va apparaître à l'écran dans quelques instants, si ce n'est pas déjà le cas. C'est que les émissions de gaz à effet de serre sont reparties à la hausse. Ces fameux gaz polluants qui sont les sources qui contribuent très fortement au changement climatique. Vous voyez bien sur le graphique à l'écran depuis 1960, on n'arrête pas de les voir grimper. Wow. Et chaque fois que ces émissions de gaz à effet de serre sont en train de grimper, derrière, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le changement climatique, lui, va s'accentuer. 41 milliards de tonnes de CO2 émises par la combustion de ressources fossiles. Oui, c'est ça. C'est le triste bilan, c'est-à-dire notre industrie, nos véhicules, même parfois aussi la déforestation, puisque là, vous savez que les forêts vont aspirer ces gaz polluants, la déforestation contribue à tout ça. Et en fait, ces gaz à effet de serre, à l'arrivée, c'est comme si vous mettiez une marmite au-dessus de la planète Terre. La chaleur n'arrive pas à sortir pour retourner dans l'espace, donc la chaleur s'accentue, elle augmente sur la planète. Et naturellement, avec ça, tout le climat, tout l'équilibre climatique environnemental s'en retrouve perturbé. Et derrière, ce sont les conséquences, malheureusement, que l'on connaît. Alors, ces émissions de gaz polluants perturbent évidemment le climat et l'année a été considérée comme, l'année 2017, 100 ans a été considérée comme l'une des plus meurtrières. Quel a été le bilan? Alors, c'était exactement ça, hélas. On a le bilan, vous l'avez sous les yeux maintenant, qui vient de passer à l'écran. 2017 a été une des années les plus meurtrières et les plus catastrophiques en termes de coûts. Déjà, en termes de coûts, le bilan de 2017, c'est pratiquement, je ne vois pas très bien le petit écran, mais c'est pratiquement 330 milliards de dollars de dégâts, soit quasiment le double de ce qui avait été enregistré en 2016. En 2016, on était à 175 milliards de dollars. Et finalement, 2017, c'est l'année la plus élevée en termes de dégâts matériels, dégâts financiers, assuré après l'année de 2011, puisqu'en 2011, c'était le top, on est arrivé à 354 milliards de dollars de dégâts. Mais quand on dit milliards de dollars, nous, on cherche des milliards de dollars pour faire de l'investissement. Ici, ce sont des milliards de dollars qui disparaissent malheureusement du territoire. Et si on regarde maintenant quel est le bilan en termes de pertes humaines et qu'on essaie de les classer, naturellement, on a eu pratiquement 10 000 morts en 2017, contre à peu près 9 650 en 2016. Donc vous voyez que malheureusement, chaque année, les chiffres deviennent de plus en plus importants. 10 000 morts, c'est quand même relativement énorme. On a eu les grands ouragans, vous savez ces tempêtes Irma, Harvey, etc., qui ont eu lieu sur les Caraïbes. Donc là, c'était 234 morts avec 215 milliards de dollars de dégâts. Ensuite, il faut aussi se souvenir de la mousson asiatique. Cette année, en 2017, elle avait été extrêmement meurtrière. 2700 morts sur l'Asie, Asie du Sud-Est, avec la saison des pluies, donc ce qu'on appelle la mousson asiatique. Donc ça, c'était carrément quelque chose qui était 2700 morts, c'est gigantesque quand même. On a du mal à garder le sourire ce matin avec toutes ces histoires-là. Ensuite, vous avez aussi les incendies, parce que le changement climatique, c'est pas simplement la pluie qui nous tombe dessus et qui se transforme en fleuve. C'est aussi malheureusement une forte sécheresse. Cette sécheresse-là, ça fait que les forêts deviennent de plus en plus sèches. Et là, n'importe quoi vous met le feu. Et on doit penser ici aux incendies de Californie. Le dégât, le bilan, c'était
25 morts aux États-Unis et 10 milliards de dollars. Et enfin, une autre conséquence aussi avec nos inondations, ce sont naturellement des glissements de terrain. C'est ce qu'on a encore observé sur Abidjan hier. Donc la terre lâche le long de ses pentes et c'est cette boue qui va tomber. Et au bilan mondial, on avait en Chine, je crois, le plus fort taux avec 56 morts et 6 milliards de dollars. Donc on sait maintenant que chaque catastrophe va se traduire en milliards de pertes. N'attendons pas les milliards de pertes, trouvons les sous, planifions les investissements pour ne pas avoir autant de conséquences sur le territoire. Et là, vous avez fait le lien entre le changement climatique et les catastrophes naturelles. On pense tout de suite à l'accord de Paris. Oui, alors absolument. Mais les États-Unis ont décidé de se retirer. Oui, mais vous allez très vite. Vous avez raison, mais avant, ça c'était un bilan qu'on faisait au niveau mondial. Il faut aussi regarder ce qui se passe au niveau, je veux dire, du monde, excusez-moi, sur le continent africain et en Côte d'Ivoire. Donc c'est la revue de presse suivante qu'on a présentée. Donc 2017, ça a été aussi une année extrêmement meurtrière pour l'Afrique. En RD Congo, on a observé 12 décès, 92 personnes portées disparues avec des pluies diluviennes. Malheureusement, le bilan d'hier est beaucoup plus élevé que ça. Au Zimbabwe, toujours avec des inondations, en 2017, c'était 246 décès, 128 blessés. En Sierra Leone, juste à côté de chez nous, on avait 312 décès, mais aussi des inondations avec des coulées de boue près de Freetown. Donc vous voyez que malheureusement, ce qu'on a observé hier, on l'observe de partout sur le continent africain. Si on veut aussi avoir, avec le prochain article qui sera passé à l'écran, c'est aussi le bilan qu'on a eu en Côte d'Ivoire pour l'année 2017. Donc en 2017, on sait quel type de dégâts on va avoir. Rappelez-vous, le pont qui reliait San Pedro à Grand Bérébi et Tabou s'est écroulé. On a même eu un chemin de fer qui passait par-dessus avec des dégâts, bref, le pont s'est écroulé. On a eu des pluies diluviennes qui ont été enregistrées en Côte d'Ivoire avec 20 morts et 43 blessés. Pour 2016, malheureusement, le bilan de 2017 sera déjà supérieur au bilan de 2016, le bilan de 2018 sera supérieur au bilan de 2016, puisqu'aujourd'hui on a 19 morts. On avait aussi eu des pluies en mai, rappelez-vous, avec des pertes humaines. 19 morts officiellement. Officiellement, pour l'instant, parce que malheureusement, hélas, il y a eu le magnifique travail fait par les sapeurs-pompiers, et aujourd'hui, en ce moment, il y a le magnifique travail qui est fait aussi par les personnes au niveau des soins hospitaliers. Donc, on ne sait pas tout encore. Mais surtout, il faut se rappeler qu'en 2016, on avait eu 16 décès en Côte d'Ivoire. En 2014, année meurtrière, on avait eu 39 décès. Donc je pense qu'aujourd'hui, maintenant, c'est vraiment l'alerte est donnée, on sait exactement ce qui se passe. Je veux dire, l'Abidjan est une lagune, tous les terrains d'Abidjan vont amener l'eau vers les lagunes. Nos parents connaissent ça, on l'a vécu, nos enfants le voient aujourd'hui. Donc maintenant, il faut véritablement bien dresser les choses. Nessie parlait tout à l'heure. Et oui. Elle anticipait comme ça, parce qu'elle a raison. Elle a bien raison. Elle a bien raison. Vous avez fait le lien entre le changement climatique et les catastrophes climatiques. On pense à l'accord de Paris, le fameux accord de Paris qui fait yo-yo entre Donald Trump et tous les membres du G7 et toute la communauté internationale. On pense à l'accord de Paris qui doit guider le monde dans la lutte contre le changement climatique, mais les États-Unis ne veulent pas en entendre parler. Alors, question simple, comment faire ? Alors, là, vous voyez, on devrait être encore un petit peu plus triste, mais c'est là où justement on a la bonne nouvelle. C'est vrai que malheureusement, on le voit à l'écran, le retrait des États-Unis. Donc Donald Trump a annoncé au mois d'août l'an dernier qu'ils allaient se retirer. C'est quand même le deuxième émetteur de ces fameux gaz à effet de serre après la Chine. Et en plus de ça, Donald Trump a envie de relancer toute l'industrie au charbon des États-Unis d'Amérique. Et donc naturellement, ça va augmenter encore plus les émissions de gaz à effet de serre. Mais la première chose, c'est que même s'il l'a signé, ce retrait, lui, ne sera efficace qu'à partir de 2020. Donc déjà, ce n'est pas tout de suite qu'ils vont arriver à en sortir. Ça, c'est le premier revue de presse. Mais ce qui est le plus important, c'est ce qu'on ne dira jamais assez. On ne doit pas passer notre temps à attendre ce que l'État va faire. Et c'est ça qui est le plus important. Et si on prend au prochain article de presse le bilan des États-Unis, c'est que vous avez une initiative qui a été créée, qui s'appelle We Are Still In. Nous sommes toujours dedans, donc nous sommes toujours dans cet accord-là. Et aujourd'hui, vous avez 2809 signataires aux États-Unis pour rester dans l'accord. Mais ces 2809 signataires, et ces 2809 signataires, ils représentent déjà 11 États fédérés, c'est-à-dire la Californie est en tête. Donc sur 51 États américains, vous en avez déjà 11 qui ont dit nous, on signe et on se comportera exactement comme si les États-Unis restent dans l'accord de Paris. Vous avez pratiquement... excusez-moi, je regarde les chiffres, 1906 entreprises et investisseurs, 271 villes, des universités, des groupes de foi, des institutions culturelles. Et le plus important, c'est que ça représente quand même 171 millions de personnes, finalement, qui restent dans cet engagement de l'accord de Paris. Et ça représente 6,45 billions de dollars, c'est-à-dire 6 000 milliards de dollars. Donc, les engagements qui sont pris, malgré le retrait de Trump, les engagements qui sont pris sur le terrain, eux, sont toujours présents.
Et cette initiative du peuple américain est rassurante sur la capacité des États-Unis à jouer un rôle dans la lutte contre le changement climatique. Mais qu'en est-il de la Côte d'Ivoire? Finalement, c'est exactement la bonne question à poser. C'est que toujours on est en train d'attendre l'État. Bien, si on regarde aujourd'hui ce qui vient de se passer à Abidjan, les investissements nécessaires pour arriver à faire tout ce qu'on doit faire en termes d'assainissement, de réseau de drainage, etc. sont gigantesques. La Côte d'Ivoire seule ne peut pas arriver à faire ce genre de choses. Donc on a besoin naturellement de partenariats au niveau de ce qu'on appelle les bailleurs de fonds qui viennent accompagner la Côte d'Ivoire pour mettre en place ces systèmes-là. Bien. Mais maintenant aussi, il faut aussi que l'on sache que parfois ces comportements sont aussi les comportements humains. On doit aussi comprendre que l'État, ça n'est pas simplement l'État central, le gouvernement de Côte d'Ivoire, mais c'est aussi les collectivités territoriales. Et on a des champions en Côte d'Ivoire. Si on regarde au niveau des conseils régionaux, par exemple, le conseil régional de la Nawa a déjà lui, établi son plan stratégique de développement durable. Si on va au niveau de certaines cités, moi je prendrais, hélas, j'ai envie de dire l'exemple de la ville de Grand Laou, hélas, parce que l'honorable député maire Jean Djaria nous a quittés, mais lui, il faisait un travail, il avait une vision pour la lutte contre l'érosion côtière, pour la protection de Grand Laou, qui était une vision merveilleuse. Moi, j'avais quelqu'un en face de moi qui était un expert, entre guillemets, sur cette thématique-là. On avait les mêmes échanges avec feu le député maire Jean-Michel Moulot pour Grand Bassam. On a, par exemple, la ville de Grand Bassam. Si vous arrivez sur Grand Bassam, vous verrez qu'il y a sur le pont de la Paix, qui mène au quartier France, on a des panneaux solaires qui ont été mis en place. Donc, on a quelques champions au niveau des collectivités territoriales qui existent, et ces champions, il faut les encourager. Maintenant, il n'y a pas simplement que les collectivités. Il va aussi y avoir, on doit aussi regarder ce que font les entreprises. On parle très souvent, vous savez, on parlait de ce fameux décret sur la responsabilité sociétale des entreprises avec les accords de développement, les rapports de développement durable. En Côte d'Ivoire, il n'y a que 4 ou 5 entreprises qui publient leur rapport de développement durable. Alors je m'excuse, ce n'est pas de la publicité, mais il faut les citer parce que les champions, il faut les citer. On a la SODECI, on a la SCB, on a la CIFCA, on a la CIE. Donc finalement, j'en compte que 4. Mais il faut aller beaucoup plus loin, que ces décrets soient mis en place et que les entreprises puissent participer justement au développement durable. Et on a encore plein d'autres entreprises qui font des belles choses. Ce sont ces champions que l'on doit maintenant regarder, que l'on doit encourager au niveau collectivité. Moi, il y a une question qui me vient à l'esprit, qui me taraude l'esprit. Alors, que peuvent faire les populations pour réduire les conséquences des pluies diluviennes, par exemple? Alors, que peuvent faire les populations? Parce que c'est vrai que les populations ne peuvent pas aménager les villes. Bien. Donc, le premier comportement que l'on va avoir, c'est qu'on sait que lorsque les pluies vont arriver, les réseaux d'assainissement d'Abidjan, nos caniveaux à ciel ouvert, nos caniveaux enterrés sont extrêmement importants. Donc, et malheureusement, on sait que l'on a parfois des installations anarchiques sur les réseaux d'assainissement, quand on a la chance d'en avoir. Donc, automatiquement, quand la saison des pluies arrive, n'attendons pas que la mairie, l'État ou n'importe qui vienne nettoyer. J'ai envie de dire, il faut savoir balayer devant sa porte. Il faut aussi qu'on libère ces réseaux d'assainissement pour qu'ils jouent leur rôle, évacuer les eaux de pluie lorsque les pluies seront trop fortes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi, c'est que parfois, si on n'a pas la chance d'avoir ces réseaux d'assainissement, on peut aussi, nous aussi, dans notre moindre mesure, être capable de travailler dessus. Je vous donne un exemple simple. À Grand Bassam, dans la rue dans laquelle j'habite, on n'a aucun système d'assainissement. Bon, ben, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est mis avec quelques voisins, on a creusé une petite tranchée, on l'a légèrement bétonné. Ce n'est pas un ouvrage fantastique. Mais quoi qu'il en soit, il nous permet déjà d'évacuer un petit peu les surplus d'eau de pluie vers ailleurs. Ça, c'est un autre élément. Deuxièmement, vous savez, quand on a ces pentes de latérite, parce que le béton, quand on a bétonné une route, quand on a goudronné une route, l'eau ne va pas rentrer. Donc elle va couler le long de quelque chose. Mais ces terres de latérite que nous avons aussi, quand l'eau va tomber dessus, c'est de l'argile. Donc elle ne va pas rentrer dans la terre, aussi elle va le couler. Et vous vous rappelez, on avait parlé de l'usage de la biodiversité dans les villes de Côte d'Ivoire, en disant mais finalement il faut aussi qu'on arrive à créer des espaces naturels dans la ville, de telle sorte que, en plantant des choses ou en travaillant un petit peu la terre, de telle chose que la terre soit capable, elle, d'absorber l'eau. Et ça, c'est des choses que nous pouvons tous faire sans attendre tout le temps une intervention de l'État ou de la mairie ou d'autre chose. Voilà, merci beaucoup. Est-ce qu'il n'y a pas de système d'alerte précoce ou de plateforme de gestion des risques en Côte d'Ivoire? La question bonus de Marcelin. Alors, on a une plateforme de gestion des risques et catastrophes qui a été mise en place et c'est quelque chose qui a travaillé depuis 2008. Et force est de constater malheureusement qu'on a encore un gros travail qui doit être mis en place. Mais bien avant, et vous le disiez, il y a ce qu'on appelle aussi des systèmes d'alerte précoce. Quand on regarde un petit peu ce qui va se passer au niveau international, la Sodexam a les moyens dont elle dispose, mais la Sodexam a aussi un outil qu'on appelle AMESD et qui lui permet de se connecter au grand réseau d'observation satellitaire. Elle peut observer les choses, mais sur le terrain, dès que les catastrophes se mettent en place, aujourd'hui c'est la population qui nous alerte grâce à Facebook, grâce à tout ça avec des images, mais il faut aussi structurer un système d'alerte sur le territoire à Abidjan et dans le reste du pays.
Merci beaucoup Cédric Lombardo. Merci à tous les beaucoup. deux. Et bon retour sur Bassam. Merci. Et faites très attention, on ne sait jamais. Merci beaucoup. Oui, la chaussée et tout ça. Et puis on attend impatiemment, on guette impatiemment les prévisions météorologiques et on croise les doigts. Il est 7 h, la pub sur RT1. Vous êtes à Matin Bonheur, la dernière ligne droite dans un instant avec Mme Bernadette Assoum-Nguessan, notre psychologue maison, avec qui on va essayer tout simplement de positiver. Sous le haut parrainage de son Excellence M. Marcel Amontano, ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire, la Direction d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides, en collaboration avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, organise la célébration de la Journée mondiale des réfugiés édition 2018. Venons témoigner aux réfugiés notre solidarité, thème avec les réfugiés. Mercredi 20 juillet 2018, à partir de 8 h 30, à l'auditorium du ministère des Affaires étrangères, à la place de la mairie de Danané, au centre de transit de Tabou, ensemble avec les réfugiés. Comment trouver la force de positiver quand on vit des situations difficiles? On en parle maintenant avec Mme Bernadette Assoum-Nguessan qui est bien installée. Bonjour. Bonjour, Onessi. Vous allez bien? Bonjour. Oui, très bien. Vous merci. gardez toujours une attitude positive? Toujours. Malgré tout? Malgré tout. Avant de démarrer l'échange avec vous, on va regarder ensemble cet élément. Merci. C'est sûr, quand on n'est pas au top, on a plus facilement accès à des idées négatives, des jugements rabaissants, des plaintes, des critiques. On n'est pas vraiment disposé à la pensée positive, une chose imposée à l'esprit par les faits, l'expérience. En somme, selon le dictionnaire Larousse, le positif tient compte des réalités qui a le sens pratique. Il faut opter pour la joie, être toujours joyeux. Parce que quelqu'un qui est toujours joyeux, c'est déjà, je peux dire, une victoire sur tout ce qui cherche sur la terre. Il faut être joyeux pour être en bonne santé, il faut être joyeux envers son entourage. Quand on est face à des difficultés, il faut toujours garder le calme, ne jamais paniquer. Parce que lorsqu'on panique, c'est déjà l'échec. Quand on panique, on n'a plus le contrôle de soi, on n'arrive même plus à bien coordonner ses idées et on ne peut même pas être capable même de trouver même de bonnes solutions. Même. Je préfère la joie parce que je crois que le contraire de la joie, c'est la tristesse. Et donc je préfère la joie parce que je n'aime pas m'attrister. S'attrister de nos jours, ça peut causer des maladies dans la vie. Attrister, ça entraîne des conséquences véritablement sur la vie et sur l'existence. Un être normal a besoin de la joie, n'est-ce pas, dans sa vie, pour, n'est-ce pas, lui permettre, n'est-ce pas, d'atteindre certains objectifs, parce que tout est chacun de nous a un objectif bien défini dans la vie. Positiver sa vie, c'est possible, mais cela ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un entraînement, un exercice à faire régulièrement. Ainsi, penser plus positivement va s'accroître. Il faut surtout éviter de penser aux mauvaises choses, être avec les personnes positives, penser, anticiper surtout. Et c'est ce qui nous permettra de rester zen, quelle que soit la situation qui va se présenter. Avoir une grandeur d'esprit en toute chose. Si déjà tu as des trucs qui t'abattent, que tu te laisses abattre encore, ça, tu ne vas pas arriver quelque part. Donc autant mieux voir les choses du bon côté. Il faut d'abord analyser chaque chose que tu fais et puis voir quel impact chaque action que tu vas poser va avoir sur ta vie. Pour positiver sa vie, il faut d'abord avoir confiance en soi. Il faut savoir qui on est, ce qu'on veut dans la vie et avoir foi en ce qu'on fait. Se dire qu'on peut toujours y arriver. Si les autres arrivent à réussir ce qu'ils font, on peut aussi arriver aussi à atteindre son objectif. Selon une spécialiste du développement personnel, la négativité vient soit de l'extérieur, soit de nous-mêmes. Et être négatif, ce n'est pas dramatique tant que l'on fait l'effort d'essayer de changer ça. Car au fond, nous avons environ 5000 pensées par jour. Il faut donc couper l'accès aux pensées négatives et apprendre à repérer la positivité dans les plus petites choses. Un petit sourire par exemple.
Ah oui, c'est beau, hein, c'est joli, hein, ce sourire plein d'espoir de cette magnifique petite fille qui ponctue bien sûr ce reportage. Docteur, bonjour. Bonjour. Pour votre avant-dernier passage de la saison, on va parler de positivité. Tout à fait. Bon, moi, j'aime les questions simples et directes. C'est quoi positiver? La positive attitude, c'est quoi? On entend tellement de choses dans les courants de pensée, dans les cours, voilà. Oui, il y a même de la psychologie positive. Bon, pour dire que ça va jusque dans les recherches et tout cela. Avoir une attitude positive, c'est bien qu'il y ait des drames, bien qu'il y ait de la souffrance, bien qu'il y ait des difficultés en face de nous, chercher donc à prendre le dessus en adoptant un comportement. Le comportement peut être verbal, le comportement peut être juste un geste. Donc, de petits sourires de la jeune fille que nous venons de voir, de petits bonjours avec un sourire, au merci, ou qu'est-ce que vous êtes beau ce matin, ou comme il fait bon dehors. Toutes ces petites choses font que malgré ce qui peut se dérouler, on peut toujours trouver du positif en cela. Car en toute chose, il y a toujours deux faces. Quelle est la face que nous préférons? La face négative ou la face positive? C'est un choix. Justement, parlons des deux faces. Est-ce qu'on choisit la mauvaise face? Parce que dans l'élément, il y a un monsieur qui a dit qu'il y a la joie et la tristesse. Tout à fait. Lui préfère choisir la joie. Mais D'accord. qui aime la tristesse? On ne choisit pas la tristesse. Si nous parlons de positivité et nous voulons rester dans la positivité, il y a malheureusement des personnes donc mélancoliques, il y a des personnes dépressives, donc qui sont dans un mal-être qui fait que une personne peut être dans une attitude triste ou mécontente, mais cela ne dépend peut-être pas d'elle parce que c'est une situation de souffrance. Dans ces conditions-là, cela peut s'entendre. Mais il y a des personnes qui sont naturellement mélancoliques, que vous verrez ne jamais sourire, ou sourire très peu, qui préfèrent donc se retirer. Ça aussi, c'est un trait de caractère et une manière de vivre. En dehors de cette catégorie de personnes, il y a donc le choix que nous avons de dire, face à ce qui m'arrive, quelle est l'attitude la bonne face à cette attitude-là, face à ce qui m'arrive. La bonne attitude serait que, bien que j'ai de la souffrance, il faut la manifester, la souffrance. Parce que ne pas manifester justement les côtés sombres ou les côtés difficiles de ce qui nous arrive dans la vie peut relever de la pathologie aussi. Donc, il est bon de manifester de la tristesse quand il y a lieu de manifester de la tristesse. Si je suis face à un décès, je ne vais pas me mettre à positiver immédiatement. Mais trouver donc en cette situation difficile de séparation, de deuil, trouver les moyens de ne pas perdre pied. L'attitude positive, donc, c'est ne pas perdre pied, ne pas perdre le contrôle, quel que soit ce qui arrive en face de nous. Donc, manifester donc sa tristesse, peut-être par des pleurs ou des cris, de l'agitation et tout cela, mais au-delà, avoir une attitude très zen, si nous pouvons le dire ainsi, et prendre le dessus de toutes choses. Les Ivoiriens, on ne le dira jamais assez. On peut accuser les Ivoiriens de tout, mais on connaît le côté dédramatisé de l'Ivoirien. L'Ivoirien rit de tout. Je sais que ça, on est encore dans l'actualité par rapport à hier, mais par exemple, moi j'ai vu sur les réseaux sociaux une blague comme quoi quelqu'un qui s'est levé à la Riviera a été emporté par la pluie à Assini. C'est-à-dire on arrive à plaisanter dans ce genre de situation. Oui. C'est bon à prendre? C'est vrai qu'il y a... C'est la force de l'Ivoirien et qui fait que, quel que soit ce qui nous arrivons toujours à être debout. Mais il y a plaisanterie, dans les circonstances de plaisanterie, et il y a des lieux ou des situations dans lesquelles la plaisanterie n'a pas sa place. Absolument. Il faut pouvoir, en toute chose, raison garder. Cela veut dire quoi? Oui, c'est emporté, ça peut être une belle blague de voir que c'est peut-être un grand dormeur et tout cela. Mais dans une situation dramatique comme celle que nous avons vécue, les personnes qui se seront retrouvées effectivement à voir leurs parents partir, emportés par les flots donc, de la pluie, et se retrouver donc mortes donc, quelque part à Sini, on ne pourrait pas plaisanter avec cette situation-là. Mais nous disons que la bonne humeur participe à la guérison. La bonne humeur participe
à l'élévation. La bonne humeur participe à la maîtrise de soi et à la prise de contrôle. Nous parlons de la prise de contrôle et du bien-être. Le bien-être, c'est que dois-je faire ou que dois-je dire pour me sentir bien, quel que soit ce qui nous entoure. L'être humain ne peut pas vivre. La vie est faite de faces multiples. Des situations douloureuses et des situations agréables et des situations festives. Donc, dans chacune des situations, face à une situation douloureuse, manifester ma douleur, ne pas la manifester, relève de la pathologie, nous l'avons dit tantôt. Mais vouloir plaisanter sur tous les sujets, ou parce que nous voulons garder l'esprit positif sur toute chose, et mépriser donc, ou même nier la douleur ou la souffrance ou la difficulté en face. Il faut respecter la douleur. Il faut la respecter, la souffrance. Il faut composer avec les situations difficiles. Et c'est la tranquillité ou la capacité que nous avons de garder la tête toujours bien haute face à la situation difficile et de trouver les solutions pour passer la situation difficile, pour résoudre donc la difficulté qui se présente à nous. C'est ça, l'attitude positive. C'est vrai que nous pouvons, face à un décès, faire la roulade au point de se blesser, mais nous pouvons être tout à fait stoïques et pleurer chaudement. Cela aussi est une forme de manifester donc sa douleur. Et face au besoin de toujours trouver cette force d'avoir l'attitude positive, un métier est né, les coachs de vie. Tout à fait. Et de plus en plus, ils commencent à être présents et il y a des gens qui sont vraiment accros à ces coachs-là. Est-ce que ce n'est pas une autre forme de pathologie? Parce que tant que tu n'écoutes pas le message du coach, tant que tu ne lis pas un post de ce coach-là, tu ne trouves pas la force de sourire, d'avoir la joie. Est-ce que ce n'est pas une autre forme de pathologie? C'est vrai que c'est une forme d'aliénation, nous allons dire le terme ainsi, parce que c'est une dépendance. Et toute dépendance n'est pas bonne. Il faut pouvoir, le coach et tout ce qui est offert aujourd'hui sur la place par rapport à la pensée positive, qui peut être donc une attitude, tout ce que nous disons en ouverture, que aujourd'hui nous parlons en matière de psychologie, nous parlons de la psychologie positive. Donc ce sont des savants, ce sont des chercheurs, ce sont des étudiants. Tout le monde se met à faire la recherche pour savoir qu'est-ce qui est bien pour que l'être humain puisse être dans le bien-être, dans le positif et tout cela. Ça, ce sont des choses à encourager. Mais rester dépendant d'une personne ou des dires d'une personne relève donc de l'aliénation, de ce que vous-même, vous ne réfléchissez pas par vous-même, vous ne pensez pas par vous-même, vous ne prenez pas les décisions par vous-même. Et l'autre en face ne pourra jamais prendre les décisions à votre place, parce que la situation qui est face à vous, c'est vous qui devez la régler, c'est vous qui devez la résoudre et c'est vous qui la vivez en première ligne. Si vous n'apprenez donc pas à faire face aux difficultés, à quel moment de votre vie feriez-vous face aux difficultés? Et en tant que personne, vous allez devenir une personne adulte responsable qui va aller dans un mariage, qui va avoir une famille. Si vous n'avez pas appris à décider par vous-même et que vous ne décidez que par rapport à ce que l'autre vous a enseigné, vous a donné, à un moment donné, cet autre viendra éduquer vos enfants, cet autre viendra parler à votre épouse, cet autre viendra, et finalement, où êtes-vous en définitive? Madame, et que faites-vous en définitive? La positive attitude, quand je vous écoute, suppose un diagnostic préalable. Oui, un diagnostic préalable de ce que je regarde ce qui se passe devant moi, je ne fuis pas la difficulté, mais je cherche dans la sérénité, si cela est possible d'être serein, passer donc les 30 secondes de panique, de colère et tout cela, passer ce délai-là, quels sont les moyens dont je dispose pour faire face à la situation? Quelle est la solution ou quelles sont les solutions possibles pour régler la situation face à moi? C'est cela, l'attitude positive. Et non pas de jouer donc, ou bien de jouer donc à l'autruche et de se cacher la tête donc, dans le sol pour ne pas voir la difficulté, mais bien plus
apprendre à être résilient. La résilience, oui. Excusez-moi, oui. Qu'est-ce que vous pensez de personnes, pour être plus concret par exemple, de personnes, quand vous leur soumettez un projet par exemple, ah oui, je veux me lancer par exemple, je veux me lancer par exemple dans la culture de l'anacarde, je prends un exemple comme ça. Et la personne tout de suite vous sort les freins, les problèmes. Et ça, parfois, on a l'impression que c'est très africain. Il y a des peuples où, quand vous exposez un sujet, on vous dit non, ça ne va pas marcher. Alors qu'il y a des peuples où, notamment chez les anglo-saxons, on vous booste. On dit oui, voilà, du courage. Voilà, on se dit que là-bas, only the sky is the limit, c'est le ciel seulement qui est la limite. Voilà. Est-ce que c'est ça aussi le... Alors, dans la vie de tous les jours... Est-ce que c'est culturel? Merci, Nessie. Ça peut être culturel, parce que, justement, quand nous parlons de l'Africain et particulièrement de la Côte d'Ivoire, parce qu'il s'agit de nous, le fait de voir toujours le négatif, il y a dans la vie des personnes qui sont optimistes, donc qui pensent que tous les défis peuvent être relevés. Tu vois le verre à moitié plein. Tout à fait, et non pas à moitié vide. Et il y a de l'autre côté le pessimiste qui ne voit que les difficultés. Pessimiste ou réaliste à la fin? Alors, le réaliste voit les difficultés, mais ne s'arrête pas à la difficulté. Dit, il y a la difficulté, mais d'autres personnes ont rencontré cette difficulté et ont passé la difficulté, ont réussi malgré la difficulté. Ça, c'est l'optimiste et le réaliste. L'optimiste va dire, quelle que soit la difficulté qu'il y a devant moi, je vais chercher à résoudre, à passer cette difficulté. Il y a toujours un chemin. Il y a toujours un chemin. Le pessimiste va dire, oula, ça, c'est trop gros. Non, pas pour moi. Je ne peux pas. Il ne sert même pas de s'approcher pour regarder s'il n'y a pas une faille, s'il n'y a pas une solution. Parce qu'en toute situation, il y a ce que nous voyons de premier abord et puis ce que la réflexion nous permet de découvrir au-delà de ce que la première chose qui nous apparaît. Donc, il faut effectivement, pour revenir donc à ce que vous avez dit, c'est vrai que l'Africain aura tendance donc à vous dire, oula, à voir que les difficultés. La psychologie aussi a fait cela, ne voyant que tous les aspects négatifs. Et c'est pourquoi elle s'est développée donc à soigner tout ce qui ne va pas, à la maladie mentale, jusqu'à aller à la maladie mentale qui est du domaine de la psychiatrie. On ne voit que ce qui est difficile, on ne regarde que ce qui ne va pas bien. Et pendant longtemps, nous nous focalisons très souvent sur ce qui ne va pas, ce qui est difficile, plutôt que de voir en toute chose ce qui est bien. Car toute chose comporte une double face. Il y a de l'ombre et la lumière en tout. En tout. Et donc, l'ombre peut être plus importante parce que nous sommes dans la nuit. Plus épaisse. Plus épaisse. Parce que autour, c'est l'obscurité. Mais à la vérité, la toute lumière qui est en dessous est visible et elle transcende toujours de l'obscurité. Donc, apprenons, c'est un apprentissage. Hein. Nous n'allons pas nous lever comme ça du jour au lendemain en disant « soyons positifs », adoptons la positive attitude, soyons toujours souriants, faisons ceci, alors que l'existence de la vie, même aujourd'hui, en 2018, nous impose un certain nombre de difficultés pour lesquelles il faut trouver les solutions et avancer véritablement de façon positive et constructive. L'attitude positive, c'est aller dans la construction, aller dans le développement, aller dans le dépassement de soi, aller donc dans la maîtrise des choses et à la curiosité aussi. Adopter donc un certain nombre de valeurs qui nous permettent donc de nous motiver et de trouver donc, malgré ce qui peut être pesant pour nous, c'est la pesanteur qui peut nous emmener donc vers le bas, à trouver donc l'équilibre nécessaire pour toujours transcender de tout ce qui peut arriver comme difficulté. Comment arriver à se dépasser de façon concrète? Alors, de façon concrète, ce sont des petites choses de chaque jour. Nous avons dit du sourire, du bonjour avec le sourire. Je peux vous dire, bonjour Nancy. Vous sauriez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si je dis bonjour Nancy. Comment trouver la force de sourire? Trouver la force de sourire, c'est un exercice. Sans être hypocrite. Sans être hypocrite. Voilà, parce qu'on peut sourire, ça c'est très, on se comprend. Mais il faut apprendre à sourire. Parce que le sourire véhicule donc le bien-être, véhicule donc la bonne santé. C'est la seule langue sans mots. C'est là, exactement. Merci de le dire ainsi. Un sourire vous dit toute chose. Je vais bien.
je vous aime bien, j'aime votre compagnie et je me sens bien en votre compagnie. C'est juste le sourire. En dehors de ce sourire, il y a la posture, tout part même de la simple posture. Si je viens sur le plateau et que je suis affalée, vous allez vous demander qu'est-ce qui ne va pas. Il y en a tous qui sont toujours comme ça. Vous comprenez? Comme ça. Il y a donc l'attitude de la posture. Comment est-ce que je me positionne? Comment est-ce que je m'assieds? Dans les circonstances, il faut toujours être dos bien droit, la tête bien debout. Mais si vous êtes toujours comme ça, ce n'est pas une attitude d'une personne qui veut gagner ou qui veut aller dans la positivité. Vous dites, je suis abattue. Il n'y a plus rien à faire pour moi. Je suis bonne à rien. Voilà ce que c'est cette attitude-là. Mais quand vous avez la tête levée, même dans le deuil, parce que c'est la douleur la plus grande, même dans le deuil peut être la perte d'un être cher, comme la perte d'un boulot. On fait le deuil de beaucoup de choses. Donc, même dans le deuil, quand on vient vous regarder et que vous avez cette attitude de personne debout, mais l'affliction se sent parce que vous parlez très peu à votre habitude. Les autres comprendront qu'il y a de la douleur, de l'affliction, mais vous n'êtes pas abattu. Pendant que vous avez la tête levée, vous voyez tout ce qui se passe autour de vous. Vous avez les oreilles qui sont bien actives et qui entendent ce qui a lieu d'entendre. Et vous permettent donc de prendre la bonne décision et agir positivement et vous relever plus facilement et trouver l'aide pour vous aider à vous relever facilement. Ce n'est pas un exercice qu'on fait tout seul, c'est avec notre entourage et dans tous les milieux dans lesquels nous passons. Il faut donc demander de l'aide si on ne peut pas être positif. Il faut demander de l'aide. Il n'y a pas de honte à dire « je me sens affligé et j'ai besoin qu'on me donne des conseils, qu'on me donne de l'aide ». C'est là le rôle du coach et non pas prendre notre place pour prendre des décisions à notre place. Voilà ce que nous pouvons en dire. Il y a des paroles, il y a des gens par exemple qui ont des paroles pour se booster. Moi j'ai un ami, je dis ça pour rigoler, j'ai un ami quand on était étudiant, chaque fois qu'on arrive en classe, et il regarde, il va savoir que je parle de lui automatiquement. Chaque fois qu'on arrive en classe, il disait moi je serai riche. Et au départ, ça nous énerve, on dit oh, toi. Et après, et je vous assure qu'aujourd'hui, le type il s'en sort. C'est-à-dire il a dit des choses, peut-être qu'il avait entendu ça quelque part. Il faut professer de bonnes choses sur sa vie. Mais il y en a qui sont là toujours, moi si j'ai des problèmes, comment ça va? Au lieu de dire de façon machinale ça va, comment on va faire? On est là, on est né pour souffrir. Il y a des paroles qu'on met sans le savoir. C'est des liens parfois qu'on dit sans le savoir. Exactement. Ce que nous produisons par ce que nous sortons de nous revient à nous. Amplifié. Donc, si vous souriez, le sourire vous reviendra amplifié. Si vous avez la mine renfrognée, elle vous reviendra de la même manière. Si vous prononcez des mots positifs, cela vous reviendra aussi. Donc, c'est dans la parole. Nous avons dit la posture, les gestes, mais aussi dans la parole. Apprendre à dire des choses positives sur soi d'abord. Et pouvoir dire des choses positives sur soi voudrait dire qu'on s'aime soi-même. Parce que la difficulté est là. Si nous ne nous aimons pas, et quand nous nous regardons dans le miroir, nous ne voyons que des défauts apparents ou supposés de ce que notre nez n'est pas droit. Nos yeux sont globuleux, nos oreilles sont petites ou grandes. Si nous voyons cela et que nous n'aimons pas notre personne, il sera difficile à nous de nous aimer. Et si nous ne nous aimons pas, difficile donc d'aimer l'autre en face et de lui dire des choses positives. Il faut que nous apprenions donc à faire cet exercice simple, en se regardant chaque matin dans la glace en disant « Quelle belle créature je suis ». Par rapport à ça, on a certaines expressions qu'on utilise aussi en Côte d'Ivoire pour dire que je suis jolie. On utilise souvent le mal. Je suis mal jolie, j'ai mal faim, c'est mortel. Bon, ça, ce sont des choses, je pense que notre sœur qui fait les expressions et tout cela, elle prendra plaisir à revenir sur ces choses-là. Il se débat comme un beau diable. On peut dire se débat comme un bel ange. Oui. Pourquoi on dit ça? Pourquoi mettre dans notre langage les choses négatives? Pourquoi? C'est un apprentissage. Quand il y a excès, il faut
il y a les superlatifs qui existent pour parler d'excès. J'ai très mal. J'ai très faim. Ce sont des expressions, mais j'ai mal. Est-ce que ça a un sens? Je suis mal content. Je suis mal content. Je vais vous raconter une petite histoire. Ça n'a pas de sens. On vous demande, est-ce que la fête a réussi? Mal même. Mal même. J'ai été invitée par des amis togolais. Oui. Donc la femme d'un ami, on a bien mangé. Quand on a fini de manger, elle m'a demandé si j'appréciais le plat. Je lui ai dit c'est mal doux. Donc à table, on me regarde. Ah, c'était pas bon? C'était mal doux. Donc là, j'ai compris là que... Non, ils ont compris autrement. Mais si vous avez fait ça. Ils ont compris autrement. Vous avez fait ça. Effectivement, ces expressions-là sont à bannir de notre langage. Ce sont des expressions négatives qu'on utilise. Ce sont des expressions négatives et qui affectent négativement notre être. Il s'est battu comme un beau diable. On se débat, simplement. Tu vis quand même le diable beau. D'accord. Le diable n'a jamais été beau. Quel que soit le déguisement qu'il prend. C'est vrai qu'il a beaucoup de déguisements, mais ne nous éloignons pas de ce que nous devons garder. Donc, la bonne attitude. Et la bonne attitude, c'est dans la façon dont nous communiquons. C'est dans ce que nous disons. Si nous utilisons les bonnes expressions, alors les choses bonnes nous reviendront. Mais nous nous entraînons, peut-être parce que la rue, ou le langage de la rue, envahit nos maisons, alors nous utilisons le langage de la rue. De grâce. Essayons donc de faire les phrases. C'est nous qui devons éduquer la rue, ou ceux qui sont dans la rue, et non pas l'inverse. J'ai mangé un plat là, c'est dangereux. Justement. Donc, la bonne attitude, donc, c'est de dire positivement les choses. Et si nous ne connaissons pas les bons adjectifs ou les superlatifs pour nous le dire, demandons donc à notre voisin, comment est-ce qu'on dit que je suis content d'avoir bien mangé? Comment est-ce qu'on dit? Je suis mal content. Voilà. Donc, juste dire, j'ai bien mangé. C'est tout. Et j'ai très bien mangé. Il s'est débattu comme un bel ange, par exemple. Oui, ou se débat tout simplement. Oui, se débat. Voilà, tout simplement. On n'a pas besoin de mettre autre chose dessus pour nous compliquer l'existence. Ce sont des petites choses, c'est l'ensemble de petites choses positives que nous faisons chaque jour, que nous prophétisons sur nos vies. Et c'est thérapeutique. Et c'est thérapeutique. Quand le matin, vous vous regardez dans la glace et que vous dites « Quelle belle créature je suis !» Je vous assure qu'au courant de la journée, si les choses vont mal, vous allez vous souvenir de cette belle phrase, de cette belle image de vous-même que vous avez projetée sur vous avant de sortir et sur votre environnement avant de partir. « Ah, qu'est-ce que tu es bien habillé ce matin! Oh, mon fils, je ne te reconnais pas. Tu es d'une beauté ce matin. Quelle élégance! Avec ce kaki tout beau, mon Dieu, quelle élégance! » L'enfant va à l'école, ravi de ce que sa mère lui a fait le meilleur des compliments. Vous imaginez bien que dans le courant de la journée, si un ami vient le taquiner en disant que son kaki n'est pas beau, mais il n'aura pas retenu ça. Il retiendra ce que sa mère aura dit le matin au sortir donc, de la maison. Apprenons donc très tôt, c'est un exercice, à dire des petites choses, à faire des petites choses agréables pour nous, car ce que nous recherchons après tout et avant toute chose, c'est notre bien-être. Et tout ce qui concourt à notre bien-être, ce n'est pas de mépriser ou de nier les difficultés ou la souffrance. La souffrance nous aide à nous booster, à nous relever et à prendre les meilleures décisions. Une crise de colère nous permet donc de regarder en face nos limites et de regarder les difficultés qui peuvent se présenter à nous. Un coup de gueule aussi, une tristesse passagère, c'est toujours bon pour refaire le moral, mais ne pas s'y installer et chercher quelle est l'attitude qui me permettra donc de me lever. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons tout pour être dans l'abattement, mais aussi en regardant bien. Quand il y a une chose qui vous abat, regardez bien autour. Il y en a 10 autres qui vous donnent le sourire et qui vous permettront donc de vous relever. Cultivons donc des petits gestes, la reconnaissance, les compliments, d'accord? Apprécions tout ce que nous avons et de cela nous sortons donc une attitude positive constructive et qui nous permet donc de nous relever chaque jour. Merci beaucoup. Avant de terminer, Marco, est-ce que ceux qui tout le temps ont des attitudes négatives, on doit les bannir de notre entourage? Non, il faut les aider. D'accord. Ce sont des personnes qui sont en souffrance et pour lesquelles la seule façon... Il y a des gens qui ne peuvent pas s'empêcher d'être négatifs. C'est-à-dire chaque fois... Il faut donc les aider. Il faut les amener à se faire aider par des personnes qui sont des personnes ressources qui peuvent les aider. Merci beaucoup. Merci. Conclusion. On termine avec
Un beau sourire, voilà. Alors, on espère que vous avez eu les clés pour aborder cette journée avec une attitude très, très positive. On vous donne rendez-vous, Marco, demain. Oui, avec un sourire. Voilà. Allez, restez toujours positif. Quelle que soit la difficulté, quels que soient les temps difficiles, un sourire, et puis tout est reparti. Bonne journée et de tout cœur. De tout cœur.